Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à l'art opératif soviétique, qui est un courant de pensée développé dans les années 1930 en Union soviétique et qui se définit comme une discipline de l'art de la guerre qui vise à inscrire les actions tactiques dans une finalité stratégique et leur donner du sens. Relativement méconnue, cette pensée sur l'art opératif a pourtant constitué un changement doctrinal significatif et a révélé son efficacité lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous voulez en savoir plus sur l'art opératif soviétique? Venez avec moi. Le succès et la célébrité de l'opération Overlord contribuent encore aujourd'hui à éclipser l'opération Bagration, qui pourtant la dépasse dans ses proportions et ses résultats. Du 23 juin au 10 juillet 1944, tandis que les troupes alliées poursuivent le débarquement en Normandie, l'armée rouge anéantissait le groupe d'armées centre de la Wehrmacht en Biélorussie, permettant ensuite le franchissement de la Vistule à Sandomir et finalement l'accès à Berlin. 28 des meilleures divisions allemandes sont détruites, 5 fois plus qu'au cours de la bataille de Normandie. 600 000 soldats tués ou prisonniers, une avancée de front de 600 km. Bagration est véritablement un chef-d'œuvre opératif. Pourtant, ce succès militaire demeure assez largement méconnu et met ainsi en évidence une tendance à négliger l'expérience soviétique. Dans le domaine de la doctrine également, il est particulièrement pertinent de tirer tous les enseignements de la pensée militaire russe et plus particulièrement du concept d'art opératif, dont Bagration est un exemple d'application. L'art opératif a été théorisé dans les années 1930 en Union soviétique, en s'appuyant sur les enseignements à la fois de la Première Guerre mondiale et de la guerre civile russe. Il se définit comme une discipline de l'art de la guerre, qui vise à traduire la stratégie en opérations, lesquelles se décomposent en actions tactiques. Cette réflexion doctrinale a permis efficacement aux soviétiques de dépasser le blocage de la manœuvre tactique constaté lors de la Première Guerre mondiale. Désormais, et alors que les nations occidentales peinent à transformer leur succès tactique en victoire stratégique, sa relecture ne serait-elle pas vertueuse pour les opérations contemporaines? Les soviétiques ont développé avec l'art opératif une réflexion doctrinale, pertinente et novatrice, dont certains enseignements intemporels et pragmatiques peuvent utilement être appliqués ou adaptés aux opérations contemporaines. Présenter dans quelle mesure l'art opératif reste pertinent impose de définir d'abord les notions clés de cette doctrine soviétique, puis d'en démontrer les applications contemporaines diverses, avant d'en appréhender les richesses et axes de développement. L'art opératif est le fruit d'un bouillonnement intellectuel au sein de l'armée rouge de 1926 à 1936, autour de nombreux officiers. Il se présente comme une nouvelle discipline guerrière dont les notions fondamentales sont la création d'un choc opératif, la nécessité de penser l'ennemi en tant que système et la conduite d'opérations séquentielles et dans la profondeur. La recherche du choc opératif doit primer celle de la bataille décisive. Cette idée est à la fois primordiale et novatrice dans l'art opératif. Espérer une victoire stratégique en une seule action tactique est devenu une erreur. En effet, la puissance du matériel rendue possible par la révolution industrielle, le volume des armées de conscription et l'immensité des fronts sur lesquels elles se déploient ne permettent plus l'enchaînement classique de la percée, encerclement et destruction que prévoyait encore le plan Schlieffen de percée allemande en 1914. Une bataille unique d'anéantissement devenue irréalisable. La focalisation sur la destruction, souvent considérée à tort comme une finalité, conduit à des affrontements figés. Les soviétiques insistent au contraire sur le besoin de viser la désorganisation de l'ennemi et sa totale désarticulation. La notion de système décrit l'ensemble des éléments constitutifs de l'ennemi qui interagissent entre eux de façon complexe en vue d'atteindre un même but. Ces éléments ne sont pas dénombrables et sont extrêmement variés. Les différentes unités de combat, les échelons de commandement, les capacités logistiques et industrielles, le pouvoir politique, l'aménagement du terrain, etc. Neutraliser les seules unités tactiques n'est pas pertinent, car elles peuvent assez aisément être réintégrées. Pour sidérer l'ennemi, le choc opératif doit être au contraire entamer la cohérence même du système adverse et viser sa paralysie en dissociant et neutralisant ces différents éléments.
Le système perd alors toute synergie et s'effondre. Pour cela, le tronçonnage du système ennemi doit se faire à la fois dans une dimension horizontale, séparer physiquement les unités les unes des autres, détruire le lien entre l'avant du front et l'arrière. Varfol-Lemevev décrit en 1936 avec une grande clarté le principe de séquence. La victoire s'obtient par une série entière d'opérations chaînées entre elles, se développant consécutivement l'une après l'autre, logiquement liées entre elles, unies par un but final commun, chacun atteignant des buts limités intermédiaires. La profondeur de chacune de ces opérations est nécessaire pour permettre à la séquence opérationnelle de percer dans un premier temps le dispositif ennemi, puis d'exploiter aussi loin que possible malgré l'immensité des théâtres d'affrontement. Historiquement, l'art opératif diffère donc singulièrement de la recherche exclusive de la destruction, héritée en partie d'une incompréhension de la pensée de Clausewitz et introduit la notion de choc sur le système adverse. La première approche de l'art opératif constitue à considérer comme un mode de mise en œuvre des grandes unités interarmées. Cette approche entend retranscrire le modèle du front soviétique historiquement constitué à partir de 1941. Ces fronts dotés d'unités terrestres et d'aviation conduisent des opérations combinées à l'échelle de leur théâtre d'opération en application des conceptions opératives russes de la Seconde Guerre mondiale. Par un amalgame réducteur entre l'idée et sa modalité d'application, les théoriciens militaires occidentaux ont fait de l'art opératif un simple concept de coordination interarmée. Cette conception oublie totalement la finalité de l'art opératif, le démantèlement du système ennemi, pour ne s'intéresser qu'à la réplication d'un moyen possible de sa mise en œuvre. Elle fige l'expression de l'art opératif en réservant cette expression à un seul échelon militaire. Art opératif égale état-major interarmé. Pour autant, elle ne garantit nullement la production d'effets opératifs sur le système ennemi. La coopération interarmée peut ne produire que des effets de destruction, donc des effets simplement tactiques, ce qui dénature l'outil opératif constitué. La seule identification de l'art opératif à un niveau de coordination interarmée échoue donc à transcrire l'effet de démantèlement que l'art opératif entend atteindre. La seconde approche de l'art opératif la plus couramment décrite en organisation est celle d'un niveau de responsabilité indépendant des niveaux tactiques et stratégiques. Ce pyramidage des responsabilités répond à une tendance naturelle des organisations. Elle sanctuarise l'art opératif en niveau d'exercice d'un prétendu cœur de métier militaire, dans lequel l'échelon politique n'est pas légitime pour interférer. Cette vision est une forme de réponse à la tendance de l'envahissement politique de la sphère des opérations. Elle porte cependant en soi une seconde dénaturation des principes de l'operatica, celle de continuum des effets, de leur expression politique à leur déclinaison militaire, en tronçonnant l'art de la guerre en strates hiérarchisées, stratégiques, opératives, tactiques. Le niveau opératif rompt artificiellement la logique de traduction continue des opérations stratégiques en séquences d'opérations tactiques. Il se réduit in fine à un niveau de mise en œuvre géographique et interarmée des seules actions militaires et non au cadre d'exercice d'une discipline. Ce niveau opératif, s'il peut répondre à des besoins d'organisation militaire, ne transcrit donc pas les principes de l'art opératif russe, voire en constitue une antinomie. Comme on l'a vu, l'art opératif montre dans quelle mesure l'approche soviétique reste pertinente dans la conduite des opérations malgré l'évolution des cadres d'action. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.